J'ai eu une jeune de 15 ans l'autre jour qui était dépitée, vraiment, mais hyper angoissée parce qu'il y a un autre ostéo qui lui a dit qu'elle avait le dos d'une vieille de 50 ans, quoi. Enfin, voilà, quoi. Euh, mais voilà, elle avait 15 ans, elle était paniquée parce qu'en plus, elle avait un travail physique et qu'elle ne savait pas comment elle allait le faire et qu'on ne se rend pas compte que nos mots, ça peut changer la vie et les perceptions de quelqu'un. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Olivia Ferrand, ostéopathe à Paris et animatrice du compte Instagram Touch of Science. Olivia, bienvenue sur le podcast. Salut Sean, et puis merci de m'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Écoute, c'est un plaisir. Tu as plein de bonnes choses à dire, en tout cas, suivant ton compte Insta. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne opportunité de te recevoir et d'approfondir sur certains de ces sujets très intéressants. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire ce que tu fais et voilà, en gros, ton parcours jusqu'ici? Ouais, alors donc je suis ostéopathe, j'exerce en cabinet libéral à Paris. Mhm, Depuis 1 an, j'ai été diplômée en juillet 2019, donc c'est encore tout frais. mhm, J'ai fait aussi des remplats et des collabs dans d'autres cabinets en même temps, le temps de développer l'activité. mhm. Et donc, j'ai ce compte Instagram que j'ai lancé, j'étais encore étudiante. Et j'avais envie, en fait, au début, c'était plus pour les patients. Et je voulais que, en fait, je m'étais pris un peu en avance avant le diplôme. Et mon but, c'était que une fois que je serais diplômée et que j'aurais ma patientèle, je voulais qu'ils puissent aller sur ce compte pour un peu que ça fasse des rappels de ce qu'on avait dit en consul, que ça les travaille un petit peu, qu'ils puissent regarder les choses avec un petit peu plus de recul. Mhm, Et au final, ça s'est passé autrement parce que déjà, Instagram se prête pas forcément à ça, en fait. mhm, Je trouve que l'application est faite différemment et que au final, aller retrouver des vieux posts et tout, tu vois, c'est pas forcément le meilleur outil, mhm. cette application pour ça. Mais au final, bah, tu rencontres des collègues et puis tu fais le truc différemment et ça prend aussi. Donc voilà. Et à côté de ça aussi, il y a un livre qui est lancé sur les Ah, mythes super. dans la santé avec Cerveau Musclé, qui a un compte Ah, Instagram top. dans le Ouais, même ouais, genre. je connais. Je suis en pourparlers avec lui pour le recevoir sur le podcast. Donc, peut-être que ça, s'il écoute, ça le poussera à venir Ok, et bah à voilà. faire l'épisode. Super. Bah, écoute, c'est super intéressant, en tout cas, ce que tu fais. Pour revenir un petit peu sur peut-être tes débuts, pourquoi ostéopathe? Pourquoi l'ostéopathie? Qu'est-ce qui t'a dirigé dans cette direction? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette profession? Alors, je t'avoue que comme beaucoup, j'ai fait médecine avant Mhm, parce que je voulais être médecin. Et puis finalement, donc j'ai fait la première année que j'ai bien chié. Et puis je redouble et en fait en redoublant, au début de l'année, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas envie d'être médecin, que l'hôpital c'était pas pour moi mhm, et que même si il y a une perspective de libéral après, enfin faut passer par l'hôpital et tout et j'avais pas hyper envie. Et depuis le début, en fait, j'avais toujours ostéo qui me traînait dans un coin de la tête. Mais genre, je crois que j'étais pas encore prête. Et puis, bah, finalement, là, ça a été le moment. Et du coup, mais en fait, le truc, c'est que j'ai fait ostéo, j'avais jamais vu d'ostéopathe de ma vie. Et aujourd'hui, je fais un truc complètement différent que ce que je m'étais imaginé quand j'ai commencé l'ostéopathie, quoi. Je m'étais dit, C'était quoi, pardon de te couper, c'était quoi pour toi ta vision de l'ostéopathie à tes débuts et comment est-ce que ça a évolué? alors, à mes débuts, c'était vraiment, tu sais, genre, je vais avoir des mains magiques, hyper fines, hyper sensibles, et puis, enfin, je vais guérir les gens avec mes mains, quoi. Et, euh, et je trouvais ça, j'avais un peu entendu parler de l'ostéopathie, tu vois, et d'après ce que j'avais compris, c'était genre, tu cherches la cause de la douleur et tu vas plus loin que le symptôme, etc. Et en ce sens, je voulais pas faire kiné parce que dans ma tête, kiné, tu vois, c'était plus genre symptomatique. Ils Mhm, sont sur prescription, etc.
Et voilà. Et en fait, j'avais juste aucune idée de ce dans quoi je m'étais lancée, quoi. Mhm. Et donc, tes réalisations maintenant, depuis que tu as commencé, depuis que tu t'es formé, maintenant depuis que tu pratiques depuis un certain temps, comment est-ce que ta vision de l'ostéopathie a évolué depuis le début? Et alors maintenant, en fait, j'aide les gens, quoi. Et mes mains, c'est clairement accessoire, quoi. Mhm. C'est-à-dire que on sait que le toucher, ça fait du bien. Il y a des techniques qui font du bien, mais en fait, c'est vraiment pas spécifique. Et c'est pas le, c'est pas forcément plus efficace. Ça dépend aussi des attentes du patient, de leurs croyances, etc. Mais en tout cas, moi, je me vois plus comme, si tu veux, genre le réparateur qui va refixer des trucs dans le corps et voilà quoi. Mhm. Juste, j'aide les patients à aller mieux, à trouver ce qui leur font du bien, à se gérer tout seul. Enfin, j'essaye, hein. Mhm. Euh, et puis voilà. C'est donc peut-être pour faire un petit pas en arrière, si tu devais définir l'ostéopathie telle qu'elle est définie peut-être à l'école quand tu as étudié ou dans la parlance commune des gens, l'ostéopathie, c'est quoi en essence? Alors, c'est un- une thérapie manuelle Mhm. qui vise à, dans l'idée, restaurer l'équilibre du corps. En fait, pour moi, cette définition, elle me va plus aujourd'hui, quoi. Mais en fait, enfin, c'est comme ça que c'est enseigné. Mhm. Pour restaurer l'équilibre du corps, en gros, parce que certains déséquilibres, donc qui sont que tu repères sur des critères palpatoires, Mhm. sa symétrie, ou même le patient te dit que c'est sensible, ou alors tu ressens que ça bouge un petit peu moins, mais bon, enfin voilà, la palpation, c'est pas hyper fiable, peut-être qu'on en reparlera. Mhm. Ouais, ouais, Euh, avec plaisir. Soi-disant, donc ces choses-là que tu peux ressentir, si ça s'accumule trop, ça pourrait causer des pathologies, des douleurs, des choses comme ça. Et donc l'idée de l'ostéopathie, c'est d'agir là-dessus, soit quand la pathologie est déjà là ou la douleur, Mhm. pour soulager le patient, soit, et c'est un encore plus gros débat, en prévention, Mhm. pour ne pas que ça s'installe. Et Voilà. donc déjà, comme tu l'as dit toi, tu as une certaine vision de l'ostéopathie qui est différente de celle euh, de la définition commune, on dira. Est-ce il y a donc plusieurs façons de voir l'ostéopathie et de faire de l'ostéopathie, de l'appliquer? Est-ce qu'il y a certains courants de pensée qui sont un petit peu plus populaires que d'autres au sein de l'ostéopathie ou est-ce que c'est vraiment, en gros, chaque praticien a sa propre version en fait de la discipline? Franchement, je pense que chaque praticien a sa propre version. Déjà, c'est hyper marrant parce que tu prends tous les élèves d'une même promo, Mhm. on travaille tous différemment parce que déjà l'enseignement qu'on reçoit, on va tous le comprendre différemment. Bon, après, il y a un certain tronc commun qu'on comprend, si tu veux, pour avoir la moyenne aux examens. Ouais. Mais après, on l'interprète un petit peu comme on veut, on le retranche un peu avec d'autres trucs. Il y en a qui vont aller s'intéresser, je sais pas, à la médecine chinoise, d'autres au yoga, qui recoupent avec plein de trucs, tu vois. Mhm. Même pour les techniques manuelles, après, on va plus ou moins développer des affinités pour certaines techniques ou pas, ce qui fait que le traitement va jamais se ressembler, Mhm. mais que pourtant, ça marche toujours. Euh, et donc, déjà, tu vois, dans une même promo qui a reçu le même enseignement, ça peut être hyper variable. Et puis après, tu as le truc des écoles qui n'enseignent pas tous la même chose, même si on essaye de plus en plus de réformer. Mhm. Au final, les enseignements sont encore hyper variés. Ouais. Et donc, c'est ce qui fait la disparité. Et je ne saurais pas te dire s'il y a un courant qui est plus populaire ou pas. Il y a des courants connus, il y en a d'autres qui sont moins connus. Euh, mais même les praticiens au sein d'un même courant, sur des débats, on arrive à se taper dessus, hein, ça marche. Ouais, ouais. Donc il y a, c'est quoi pour toi, c'est quoi vu que c'est un champ, ça m'a l'air d'être un champ assez vaste, du coup, l'ostéopathie, vu qu'il y a énormément de façons de voir la chose, pour toi, c'est quoi les limites, la bordure externe, si tu veux, de la discipline, vers quoi, qu'est-ce que tu vas pas faire, par exemple, avec un patient ou un client, parce que c'est pas dans ton champ de compétences, on dira, en tant qu'ostéopathe. Alors, c'est une bonne question.
Et en fait, vu que l'ostéopathie, ça n'a pas été réglementé pendant très longtemps, Mhm. le truc, c'est que on s'est un peu euh, attribué la capacité à agir sur tout et n'importe quoi. Et ça se voit en fait en cabinet parce que, enfin, on a beaucoup de gens qui nous sont adressés, enfin beaucoup, non, mais on en a, qui nous sont adressés par des médecins, des kinés, plein de spécialités, et en mode, bon, c'est chelou, va chez l'ostéo, quoi. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi les ostéos qui se sont dit, ouais, alors, ça marche, ce que je fais, ça marche sur les acouphènes, ça marche sur les sinusites, ça marche sur les douleurs de règles, sur l'endométriose, sur machin. Peut-être que oui, on peut aider ces gens. Enfin, franchement, j'en sais rien. Mhm. Peut-être que parfois, ils ont fait un truc, on ne sait pas ce qui s'est passé, ça a marché. Et que du coup, ils se sont dit, bah oui, j'agis sur ça. Et ce qui fait que maintenant, l'ostéo se revendique d'agir sur beaucoup de trucs. Mhm. Et honnêtement, je suis pas sûre que ce soit dans leur champ de compétences. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, les limites que je me mets, euh, alors déjà, vu que les personnes nous consultent sans forcément avoir vu un médecin avant, globalement, on est quand même pas mal formé au diagnostic d'opportunité. En gros, est-ce que ça relève de la médecine? Est-ce qu'il faut aller voir quelqu'un soit en urgence, soit plus tard? Mhm. Euh, ou alors, est-ce qu'on peut le prendre en charge? Est-ce qu'on peut le prendre en charge sous conditions, etc. Donc ça, déjà, c'est la première limite. Et ensuite, moi, je m'intéresse à la prise en charge de la douleur. Donc, quand il y a de la douleur, en gros, je leur dis, OK, on peut essayer. Quand c'est plus genre sinusite, machin, posture, on pourra en reparler aussi. euh, En général, je leur dis que je ne prends pas en charge. Ou la prévention, je ne fais pas non plus. Mhm. J'ai vraiment... Après, c'est chacun fait ce qu'il veut et je ne dis pas que ce que je fais, c'est forcément bien. Mais moi, c'est ce que je me suis posé en tout cas dans mon cabinet. Mhm. D'où, d'où est venue la nuance dans ton approche? Parce que même en étant, entre guillemets, jeune dans la profession, euh, rien qu'en te parlant quelques minutes, tu as beaucoup de retenue sur on dira des avis catégoriques sur certaines choses. Alors que si on veut caricaturer un petit peu, mais en général, quand on est jeune et innocent, si on veut, euh, qu'on commence dans quelque chose qui nous passionne beaucoup, on va très vite monter au créneau et défendre nos idées coûte que coûte, même si on n'en sait pas tant. Comment est-ce que tu as entrepris cette approche de remise en question, en fait, de questionner même tes propres croyances de manière continue? Bah, monter au créneau, je suis passée par là, hein. En gros, ça a commencé. Donc moi, j'ai été formée dans une école qui était cool. Enfin, si c'était à rechoisir une école, je reprendrais la même, franchement. Mhm. Mais c'était, ben, on a appris l'ostéopathie avec un grand O historiquement. Enfin voilà. Et du coup, quand j'étais en quatrième année, un jour, il y a un mec qui a un doctorat et qui a fait une thèse sur le modèle biopsychosocial. Mhm. C'est fini ou c'est clair? En Tu peux gros, définir, oui, oui, vas-y, explique un petit peu. le modèle biopsychosocial aurait tendance à pas s'opposer, mais au moins compléter le modèle biomédical. Le modèle biomédical, c'est en gros la pathologie organique et on va traiter la pathologie organique et c'est un peu réducteur. En fait, on a tendance à réduire justement les patients à leur pathologie ou à leur Mhm. cliché radiologique, etc. Ok. Le modèle psychosocial, du coup, ça rajoute la dimension psychosociale là-dedans et ça met vraiment le patient au centre du soin. Et voilà, à peu près, du coup, on s'intéresse beaucoup plus à la personne, etc., Mhm. à donner du sens à ce qu'il vit. Et voilà, donc du coup, c'est encore plus complexe. Mais voilà, et donc ce mec est venu nous faire une conférence. Et en fait, c'était juste 3 heures, mais vraiment, il m'a retourné le cerveau parce que ce qu'il racontait, ça collait avec à peu près rien de ce que j'avais appris, quoi. D'accord.
C'est-à-dire que d'ailleurs, déjà, c'est en quatrième année, première fois que j'entends parler d'études scientifiques, tu vois. Ok. Et, il nous dit, oui, là, meilleur niveau de preuve, les patients qui étaient douloureux chroniques, on a fait une étude et on se rend compte que on a testé un groupe à qui on a donné un programme d'exercice standardisé et un groupe à qui on a donné un programme d'exercice personnalisé. Mhm. Et les meilleurs résultats sont chez les patients qui ont un programme d'exercice personnalisé. Et ils nous montraient que des études comme ça sur les exercices et tout. Puis à la fin, je me dis, mais merde, ils n'ont pas touché les patients, quoi. Mhm. Et bah, c'était la première fois que j'entendais ça, tu vois. Et j'étais là, mais what the fuck? Ça chamboule tout, tu vois. Ouais. Et il racontait des trucs que j'avais vécu, tu vois, en mode, on avait déjà des patients en clinique en quatrième année parce qu'on a une clinique qui est intégrée à l'école. Et je recevais des patients douloureux chroniques et je faisais des plans de traitement, mais de ouf dans ma tête, tu vois. C'était trop élaboré, j'étais trop contente de moi. Et le patient est revenu, il avait toujours mal. Et à l'inverse, j'avais des gens avec des sinusites chroniques depuis 10 ans. Je leur faisais un peu n'importe quoi parce que je savais pas quoi faire et ils n'avaient plus rien. Ou enfin, c'était pas concordant, tu vois. Ou alors Ouais. j'avais des patients qui revenaient qui n'avaient plus mal, mais dans mes mains, je retrouvais exactement la même chose que la fois d'avant. Mhm. C'est bizarre. Et donc en fait, il a vraiment piqué ma curiosité. Et en plus, c'était l'année où on devait commencer à faire un mémoire, parce qu'on a quand même un mémoire de recherche de fin d'études, Mhm. ce qui est pas mal. Et du coup, ben, il m'a inspiré en fait mon sujet de mémoire qui était sur la prise en charge des douleurs chroniques, mais du coup en thérapie manuelle. Ouais. Euh, et en fait, c'est là où j'ai découvert un peu le monde de la recherche, des neurosciences, etc. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me prendre pour la reine du pétrole, en mode j'ai tout compris et vous avez rien compris. Est-ce que cette intervention de ce monsieur sur ce modèle dont tu parlais, est-ce que ça a retourné l'esprit à d'autres étudiants ou étudiantes avec qui tu étais à ce moment-là? Est-ce que tu as un souvenir de ça? Et ben, moi, j'étais choquée et j'avais besoin d'en parler. Et du coup, genre, j'ai sondé à peu près tous les gens dans la classe et ils n'étaient pas plus perturbés que ça, quoi. Et Ok. ça m'étonnait encore plus. Il y en avait un ou deux qui se posaient des questions. Mais en gros, il y a aussi ce biais chez les ostéos de dire oui, mais nous, depuis la nuit des temps, on prend en charge le patient dans sa globalité. Donc, ce mec, il nous a rien appris, tu vois. Et donc, voilà, ça en a perturbé certains. Mais je crois qu'il n'y en a pas un qui a été aussi perturbé que moi. Et donc tu as dit qu'à ce moment-là, tu étais la reine du pétrole et que tu es monté au créneau là-dessus. Depuis ce moment-là, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vision des choses, dans les modèles que tu as peut-être pu établir ou simplement ta perception de comment ça marche ou comment ça marche pas ou qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas? Et ben, depuis que je me prenais pour la reine du pétrole, ben, du coup, j'ai continué à faire des recherches pour mon mémoire et même après, bah, juste pour animer le compte Instagram, en fait. Mhm. Et ben, en fait, en cherchant, tu te rends compte que tu es personne et que tu es loin d'avoir la science infuse. Et tu te prends des claques régulièrement et c'est très bien et ça te remet à ta place. Donc, du coup, c'est ça qui m'a fait prendre du recul, de rencontrer des collègues, de discuter avec des collègues. Euh, et en fait, de se rendre compte qu'on est tellement tous différents qu'il n'y a pas qu'une seule façon de comprendre les choses et qu'on a tous notre réalité et elle est différente pour tout le monde. Mhm. Donc, je pense que c'est ça qui m'a fait prendre du recul. Et Pourquoi? qu'on est tous à des endroits différents, que ce soit dans notre vie, parce qu'on a vécu, etc. Et ça nous amène à percevoir les choses différemment Mhm. et que c'est OK d'en être là où on en est, en fait. Mais bon, on peut les aider un peu. Pourquoi la douleur? Pourquoi tu t'es focalisé là-dessus? Quel était l'intérêt pour toi d'aller dans cette direction? Et bien justement parce qu'en fait, en continuant les recherches et en écoutant d'autres mecs qui sont des patrons dans le domaine, tu te rends compte en fait, que l'approche qu'on a eue
au vu des nouvelles données qu'on a sur la douleur, eh ben, elle est quand même sacrément à côté de la plaque. Mhm. T'as des exemples pratiques ou concrets de tête? Euh, Sur bah, peut-être je vais des choses que me- les gens pensaient avant sur la douleur ou croyaient avant et qu'en fait, il s'avère que c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, ben, moi, un truc qui m'énerve beaucoup, c'est la posture. Ok. Tous les mythes autour de la posture, donc le bassin qui se décale, la jambe courte, on va vous mettre une semelle pour équilibrer tout ça, Mhm. se tenir droit. Toutes les images que tu vois de bonhommes affalés sur leur ordi en mode avec une croix rouge, c'est pas bien, mal au dos, etc. Et à côté, tu vois la bonne image où il est tout droit avec les genoux à la hauteur des hanches, l'ordi bien en face des yeux. Enfin, voilà, ça, c'est... aujourd'hui, on n'a rien qui soutient ces hypothèses. Mhm. Euh, c'est, on est tous asymétriques en fait. Je crois que la moyenne nationale de différence de longueur de jambe, c'est 1,2 cm, je crois. Ok. Je dis peut-être une connerie, mais enfin, on est vraiment tous asymétriques Mhm. et on a vraiment, en fait, je sais pas, enfin, je pense que c'est pas à moi de juger de est-ce que les gens croient vraiment que en remettant des bassins en place, ça ne se remet pas en place, hein, je préfère préciser. En remettant des bassins en place ou en mettant des semelles, ça va mieux. Est-ce qu'ils le croient vraiment ou est-ce que ils commencent à douter? Je sais pas. Mais pour moi, c'est pas pertinent. Et en fait, si c'était ça la solution, bah, les gens iraient mieux. Sauf que la douleur, la lombalgie, on n'a toujours pas trouvé le problème aujourd'hui. Mhm. Euh, c'est même en augmentation, je crois. Mhm. Euh, et donc, enfin, c'est pas ça la solution. Ça, pareil, la prévention, les gens ils vont pas mieux en fait. Donc peut-être qu'on prévient rien du tout. Mhm. Euh, et voilà. Du coup, par exemple, voilà, exemple, bah, la posture, quoi. Après, voilà, du coup, on va vous faire des t-shirts posturaux pour vous dire que bah, grâce à ça, vous allez, un, vous tenir droit et deux, ne plus avoir mal au dos. Et je crois même qu'il y a une étude qui a comparé justement l'effet du t-shirt postural avec un t-shirt placebo, Ouais. qui avait des meilleurs résultats dans le groupe placebo. Ok. Donc, concrètement, vous pouvez juste vous acheter un t-shirt trop petit et je pense que ça ira, quoi. C'est vendu Euh, 50 balles quand même. ouais, c'est ça. Si tu dois définir la douleur à l'heure actuelle, la façon dont la comprends, Mm. qu'est-ce que tu donnerais comme définition? Alors, c'est une perception. Je dirais que c'est une expérience. Euh, la définition officielle, c'est que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à un danger réel ou potentiel, Mhm. lié ou non à un danger réel ou potentiel. En gros, dans l'idée, ça veut dire que c'est pas lié forcément à ce qui se passe dans ton corps. Mhm. Tu peux avoir quelque chose dans ton corps, une blessure ou quoi, sans avoir mal, et que tu peux avoir mal alors que tout va bien. Mhm. Et pour l'expliquer un peu simplement, il y a en gros un modèle un peu de balance, si tu veux, genre je me sens en sécurité ou je me sens en danger, et quand le cerveau il se sent en danger, alarme, douleur. Mhm. Du coup, pour se sentir en danger, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Il y a la génétique qui est un très gros facteur. Ok. Il y a le stress, il y a le sommeil. Évidemment, il y a ce qui se passe dans le corps. Est-ce que tu es blessé ou pas quand ça rentre en compte, même si ce n'est pas lié à 100%. Mhm. Ça rentre carrément en compte. Et puis, l'alimentation, l'hygiène de vie, enfin, voilà, le tabac, toutes les comorbidités, etc. Mhm. Mais c'est beaucoup plus compliqué que juste bobo, douleur, quoi. Ouais. Et en fait, pendant longtemps, on a cru que bobo égale douleur. Et c'est pour ça qu'on faisait passer des radios. On disait, ah, bah, il y a une hernie discale, bah, c'est pour ça que vous avez mal au dos.
Vous allez arrêter de bouger. Et puis, c'est fini pour vous, en gros. Et en fait, on a tout faux, quoi. C'est quelque chose que j'ai entendu ces dernières années, c'est que, en gros, tout ce qui est des radios sur notamment la colonne, etc., pas tout le temps, hein, je ne veux pas être catégorique, mais souvent, ça va pas nécessairement nous montrer ce qu'on recherche vraiment, dans le sens où, comme tu as dit, si on voit des, des choses qui peuvent être jugées comme étant négatives, peut-être, en termes de position, en termes de vertèbres, etc., qu'on va prescrire quelque chose qui, en fait, n'a pas lieu d'être, ou au contraire, euh, on- ça peut être un dos qui est complètement... Enfin, il y a aucune douleur. Par contre, les images montreront quelque chose de pas juste, entre guillemets, et donc que ça peut plus induire en erreur qu'autre chose. C'est quoi ta position là-dessus? Est-ce que tu conseilles aux gens qui ont des problèmes de dos, par exemple, d'aller se faire une radio de la colonne? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des bonnes raisons de le faire, des mauvaises raisons de le faire, ou qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, en première intention, non, c'est pas la peine d'aller faire des radios. Après, en revanche, vous pouvez aller consulter et en fonction de la vie de la personne qui vous prend en charge, qui normalement est au fait de quand passer une radio ou une IRM, vous irez en passer une ou pas. Mhm, Et en fait, on a fait des études observationnelles. Donc, en gros, on a pris sur c'est plus de 7000 personnes, je crois. mhm, On leur a fait passer des IRM et on a pris toutes les tranches d'âge de 20 à 80, je crois. Et en fait, on se rend compte que, et c'est que des gens qui n'ont pas mal. ok. Et en fait, sur toutes les tranches d'âge, tu retrouves toujours des hernies discales, des mouvements discaux, des disques annoncés, de l'arthrose, etc. Mhm, Effectivement, tu te rends compte que plus la tranche d'âge est élevée, plus la proportion est élevée, mhm, mais c'est que des gens qui ont pas mal en fait. d'accord. Donc tu ne peux pas corréler ça à la douleur. Et aussi, je ne sais plus ce que j'allais dire. Ouais, tu ne peux pas corréler ça à la douleur. Et oui, et en fait, du coup, la conclusion qu'on en tire, c'est que c'est normal et que c'est probablement le corps qui s'adapte en fait Mhm, à la contrainte que tu lui imposes finalement, plus ou moins de contraintes, mais c'est pas corrélé à la douleur, tout comme tu peux aller faire des examens à quelqu'un qui a mal et tu vas rien retrouver, mais tu peux aussi faire des examens à quelqu'un qui a mal, tu vas retrouver un truc, mais au final, c'est là depuis probablement bien plus longtemps que sa douleur, tu vois. mhm. Donc, la comparaison qu'on fait souvent maintenant sur les hernies, l'arthrose, etc., c'est que c'est comme des cheveux blancs ou des rides, en fait. Enfin, c'est normal et ça fait pas mal. Mhm. Donc, Voilà. toi, quand quelqu'un vient te voir, par exemple, on va prendre l'exemple qui a des douleurs de dos, par exemple, quelle est ton approche? Qu'est-ce que tu vas demander? Qu'est-ce que tu vas faire ou pas faire, etc. Mm. Euh, Ça, en vrai, enfin, franchement, ça dépend. C'est assez compliqué comme question. Mhm, Euh, Au cabinet, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent en aigu, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est genre, je me suis bloqué le dos ce matin ou hier et là, je peux plus bouger, quoi. mhm, J'ai pas trop de douleurs persistantes depuis longtemps. mhm, Et sur des gens qui sont bloqués, déjà, tu leur poses des questions sur l'histoire de leur douleur, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller mieux, est-ce que ça leur est déjà arrivé, etc. Et le but de la consultation, en gros, ils sont bloqués parce qu'il y a une protection, tu vois, du système nerveux. Et le but, ça va être d'essayer de lever cette protection. mhm, Et là, si tu veux, on parlait de système d'alarme, de la douleur comme un système d'alarme tout à l'heure. Là, le volume, il est à fond. mhm, Le but, ça va être d'essayer de baisser le volume et de trouver ensemble comment on peut faire, qu'est-ce qui est confortable. Euh, Souvent, un truc aussi, quand tu leur fais répéter un mouvement douloureux plusieurs fois, au final, le fait de voir qu'ils peuvent le faire plusieurs fois, ça diminue un peu la vigilance, ils reprennent confiance dans le mouvement et rien que ça peut commencer à diminuer la douleur. mhm, Et technique manuelle, s'ils ont envie de technique manuelle, en général, j'essaie de leur faire un peu d'exercice aussi pour justement qu'ils se rendent compte que c'est pas si terrible et que on va pouvoir se calmer, que là, l'alarme, elle s'est déclenchée sûrement parce qu'elle avait une bonne raison de se déclencher
mais qu'on va faire comprendre au système qu'on n'a pas prévu de refaire des bêtises, donc qu'il faut se calmer, quoi. Mhm. Voilà. Et après aussi, l'idée un peu de, avec l'histoire qu'il te donne, essayer un peu de donner du sens à ce qui s'est passé, et ça, c'est valable aussi pour les douleurs persistantes. Mhm. C'est un peu plus complexe, les douleurs persistantes, quand même, j'en ai un peu moins. Mais voilà, dans l'idée. Donc, tu as parlé de manipulation de techniques manuelles, si le client ou le patient veut ou veut pas. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Alors, globalement, en ostéopathie, quand même, ils en veulent parce que je pense que peut-être une des seules certitudes qu'ils ont en venant chez l'ostéopathe, c'est que je vais faire des techniques manuelles. Mhm. Moi, ça m'arrive pas souvent de pas du tout en faire. Ouais. Mais ce qui est quand même paradoxalement très bizarre, c'est qu'à chaque fois, je leur demande qu'est-ce que vous attendez de cette consultation. En fait, je pense que ça leur paraît tellement évident qu'il y en a aucun qui me mentionne des techniques manuelles. Ok. Et, et du coup, je leur dis, bah, qu'est-ce que vous pensez qui vous fera du bien? Et bon, là, ça ressort un petit peu plus les techniques manuelles. Du coup, après, je vois avec eux pour quelle technique utiliser. Je vais leur demander s'ils ont déjà vu un ostéo, s'ils ont déjà fait de la thérapie manuelle, comment l'ostéo avait travaillé, est-ce que ça avait marché? Parce qu'en fait, il y a quand même de fortes chances qu'un truc qui a déjà marché une fois remarche. Mhm. Donc, je me sers de ça. Après, je vois avec eux, est-ce que vous avez envie que ça craque? Est-ce que vous n'avez pas envie? Souvent, ils sont assez réticents pour les manipulations qui craquent, donc on ne fait pas. Mhm. C'est pas nécessaire. Euh, parce que, ouais, il y a plein aussi de mythes autour des manipulations. Mhm. Euh, et, et globalement, voilà, pour les techniques manuelles. Donc, pour aller un petit peu plus loin, donc tu as parlé des mythes sur les manipulations. Quelle est dans peut-être la croyance populaire des gens et peut-être aussi de, je sais pas, une partie ou la majorité des praticiens en ostéopathie, quel est le rôle des techniques manuelles? Quel est le but? Quels sont les bénéfices potentiels? Quels sont les risques? Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Sur les manipulations qui craquent, c'est ça? Oui, bah, peut-être parler de la différence quand ça craque pas. Est-ce qu'il y a une différence et après aller là-dedans, ouais. Ok, alors du coup, technique manuelle, quand on regarde la littérature, c'est des effets qui sont non spécifiques. Mhm. En gros, tu vas avoir une sécrétion dans tout le corps d'endorphine, une activation du système nerveux parasympathique. C'est en gros la partie du système nerveux qui va mettre le corps en mode chill. Mhm. Euh, et voilà. Et alors que ce qui est appris plutôt dans les écoles, c'est que si tu fais une technique sur tel os dans tel sens, et ben, du coup, tu vas remettre tel os en place. Tu vas travailler des tensions ou des, des points gâchettes ou des fascias ou que sais-je encore. Ça, on n'a pas de preuve. Par l'expérience, on voit que ça fait du bien aux patients, mais en fait, le truc, c'est que, ok, ça fait du bien, mais c'est sûrement que ça fait du bien par d'autres mécanismes Mhm. que juste le truc, je t'ai débloqué un fascia ou je sais pas quoi. Il y a une sécrétion, il y a un effet non spécifique et c'est potentiellement plus pour ça que ça fait du bien. Après, peut-être qu'on n'a pas encore tout trouvé et qu'on aura des surprises dans quelques années avec la recherche. Mais en tout cas, aujourd'hui, on en est là. Et pour les manipulations donc, qui craquent, globalement, on est sur le même effet. Euh, et donc, qui soulage la douleur à court terme. Tout ce qui est manuel, c'est court terme. Ça ne dure pas dans le temps. Donc, c'est pas une solution. Bon, après, si ça vous fait kiffer, faites-le, mais c'est pas une solution qui va tenir, quoi. Mhm. Ça peut aider à débloquer une situation à un moment, mais c'est pas nécessaire non plus. Et donc, ouais, les manipulations, donc il y a plein de mythes autour de ça. Donc, déjà, il y a tous ceux qui pensent déjà qu'ils remettent des trucs en place. Il n'y a rien qui se déplace. Euh, D'ailleurs, quand on fait des radios, on n'a jamais vu une vertèbre déplacée, hein. Ça, c'est que les thérapeutes manuels qui sentent je sais pas quoi et qui disent bah y a un truc déplacé, mais non, il n'y a jamais rien de déplacé en fait. Et si c'était vraiment déplacé, je pense qu'il y aurait des petits déficits neurologiques, genre tétraplégie ou quoi. Donc Petit, voilà. léger, Voilà. léger.
Donc, a priori, le dos va bien. Ouais. Et donc, la manipulation, elle ne remet pas en place. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de mythes, notamment autour des manipulations sur les cervicales. Mhm. Ou déjà dans les films, il y a je sais pas combien de films où tu as des gars qui crèvent en se faisant tordre la tête. Ça n'existe pas trop. Et puis, tu as aussi les on-dit et les bruits de couloir dans le milieu où ouais, ben, tel patient lui a fait craquer le cou et après son artère, elle s'est disséquée, il est mort ou des choses comme ça. Ouais. Donc, le risque sur une manipulation, je crois qu'il est de 1 sur 1 million, tu vois. Donc, c'est quand Ouais. même négligeable. Ouais. Et après, en fait, tous les accidents qui se sont passés, c'est des gens qui ont manipulé sur des artères qui n'étaient pas saines de base. Ok. Et donc, quand l'artère, elle n'est pas saine, en gros, la paroi, elle est affaiblie. Mhm. Et donc là, sur une manipulation ou même sur une mobilisation, hein. En fait, tourner la tête à fond, c'est plus stressant pour l'artère que de se faire manipuler. Ok. Si tu manipules dans des petits paramètres, en fait. Mhm. Donc, du coup, voilà, en gros, c'est des gens qui avaient en gros mal posé le diagnostic de base ou mal écarté, si tu veux, les drapeaux rouges sur la manipulation. Et du coup, ben, ça s'est mal passé. Mhm. Et tu as, plus d'accidents sur des artères après des exercices qu'après des manipulations. Bon, après, c'était des valeurs absolues, donc peut-être que tu as aussi plus d'exercices en termes de valeurs absolues que de manipulation Mhm. sur des douleurs cervicales. Ouais. Mais voilà, et tu as aussi des accidents sur en fait aucune intervention, genre juste des dissections spontanées, ça arrive aussi, tu vois. Ok. Donc voilà, en tout cas, on a montré dans la littérature que une manipulation, c'est pas en mesure de déchirer une paroi artérielle qui est saine. Donc voilà, en gros, il y a beaucoup de mythes et beaucoup de peurs qui sont entretenus par des films blockbusters autour de ces manipulations. Mhm. C'est pas forcément justifié, mais dans un autre sens, c'est pas grave parce que la manipulation, elle n'est pas nécessaire en fait. Il y a des gens qui adorent se faire craquer et ben, du coup, on les fait craquer s'il n'y a pas de contre-indication. Et il y a des gens qui n'ont pas envie et c'est pas grave parce on peut les aider autrement en fait. Tu as parlé des palpations aussi. Donc, quel est le but d'une palpation? Quelle est la précision qu'on peut avoir avec une méthode comme ça? Et quels sont peut-être aussi les mythes autour de ça? Alors, la palpation, c'est l'outil diagnostique. En fait, c'est ça, c'est le diagnostic pour les thérapies manuelles, tu vois. Mhm. C'est à partir de ce que tu sens dans tes mains que tu vas faire ton bilan. Mhm. Sauf que ben, le petit souci, donc comme je disais, c'est que c'est pas fiable. C'est-à-dire que tu prends plein de thérapeutes qui vont tester plein de gens et tu compares en fait ce qu'ils retrouvent sur les mêmes personnes. Ils sont pas d'accord. Et donc, il n'y a pas de fiabilité, ça s'appelle la fiabilité inter-examinateur, il n'y en a Ouais. pas. Mhm. Et donc, sur la fiabilité intra-examinateur, donc la même personne qui teste la même personne, mais on ne lui dit pas qu'il teste la même personne, retrouve des trucs différents. Ok. Donc, pas fiable du tout, mais on a construit des professions là-dessus. Donc, est-ce que, pour revenir peut-être un petit peu là-dessus, donc les techniques manuelles, la palpation, est-ce que ces mythes, ils sont aussi, d'une manière ou d'une autre, perpétués par certains praticiens qui les utilisent pour promouvoir leurs compétences et ce qu'ils peuvent faire pour les gens ou apporter aux gens avec ces méthodes-là? Complètement. C'est ça aussi. Et toujours pareil, je ne sais pas s'ils y croient ou s'ils sont conscients que c'est un mythos ce qu'ils font, mais ça, c'est leur conscience. Voilà. Mhm. Euh, en fait, ouais, en fait, ils vont créer chez le patient l'idée que c'est nécessaire de relever toutes les tensions que eux sentent, qui sont des tensions que peut-être moi je sentirais pas ou n'importe quel autre sentirait pas. Mhm. Euh, et voilà, et c'est le même problème sur la prévention.
Et ce qu'on a remarqué, c'est que notamment en ostéo, on va traiter ce qu'on appelle des dysfonctions somatiques. C'est ce qu'on cherche en fait dans l'examen manuel. Mhm. Il y a 4 critères. Il y a 3 critères palpatoires et le dernier critère, en fait, c'est la sensibilité à la palpation. Donc, c'est la douleur. Mhm. Et c'est en fait le seul critère qui rend le truc un peu fiable, mais pas complètement fiable non plus. En gros, en fait, à titre personnel, c'est un peu le seul critère dont je me sers pour le patient parce que c'est le seul truc qui a du sens pour lui, tu vois. Si ton patient il vient, qu'il a mal au cou et que tu lui dis que ses vertèbres lombaires, ça bouge pas du tout, que c'est une catastrophe, qu'il faut absolument se faire manipuler, euh, il ressort déjà, il a plus de problèmes qu'en arrivant. Et, euh, et en fait, il s'en fiche, le patient, d'avoir ses lombaires qui ne bougent pas. Son problème, c'est au cou. Son problème, c'est que ça l'empêche, je sais pas, de jouer avec son gosse ou quoi. Donc, en fait, quand tu dis au patient, je vais vous faire bouger vos lombaires, il y a un peu ce truc d'ego de, c'est un objectif qui est thérapeute centré, tu vois. Ouais. C'est mon objectif en mode, je pense que ça va te faire du bien de faire rebouger tes lombaires. Mais en fait, le patient, ce qu'il a besoin, c'est de jouer avec son gosse. Donc, c'est Mhm. pas du tout un objectif qui est patient centré. Et c'est aussi ça, l'idée de la prise en charge biopsychosociale, c'est de s'intéresser au patient et de pas, pas lui trouver plus de problèmes et faire des trucs qui vont l'aider à atteindre ses objectifs. Parce que faire rebouger les lombaires, déjà, on n'a pas de preuve que ça va forcément marcher pour son truc, Mhm. et ni que c'est pertinent. Et concrètement, là, ça lui parle pas, en fait. Il faut faire des trucs qui lui parlent. Il voit pas forcément le lien de comment faire rebouger mes lombaires, ça va m'aider pour mon cou, en fait. Mhm. Donc, Est-ce, voilà. est-ce qu'à l'école, c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup, la psychologie de la thérapie? Comment approcher un patient au niveau psychologique? Comment on leur parle? Qu'est-ce qu'on leur dit? L'effet que ça peut avoir ensuite sur eux, comme tu as dit, tu peux avoir quelqu'un qui vient chez toi et il repart pire qu'il est venu, simplement à cause des mots que tu as utilisés ou de la façon dont tu as tourné une phrase. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous abordez en profondeur aussi? Pas du tout. D'accord. Et pour moi, c'est vraiment un truc qui manque, tu vois. J'avais regardé les décrets, justement parce que c'est un point que j'avais soulevé dans mon mémoire de fin d'études. J'avais repris les décrets sur l'enseignement en ostéopathie et je crois que j'étais tombée sur une étude qui disait que la relation thérapeutique, c'est responsable de 80% des effets du traitement. Et, euh, et nous, on n'apprend que à manipuler et on n'apprend jamais à communiquer avec les gens. Mhm. Euh, Après, je sais que l'école où j'étais, niveau recherche, c'est peut-être une des plus avancées. Donc, j'ai eu la chance d'être sensibilisée à ça. Mais c'est pas non plus, on a eu des cours pour apprendre à parler aux gens, quoi. Ouais. Donc, il y avait des profs aussi qui étaient sensibilisés à ce modèle et j'essayais plus d'être avec ces profs-là dans mes consultations où ils me disaient, bah là, tu vois, tu as dit ça, ça pourrait être interprété de telle façon, etc. Tu peux expliquer mieux ou parler mieux, etc. Mais non, on n'est vraiment pas formé à ça. Et pour moi, ça manque de ouf. Et un autre truc qui manque, c'est que on n'est pas formé non plus à la pédagogie. Mhm. Et au final, ce qu'on fait dans nos cabinets, c'est qu'on essaye d'apprendre aux gens plein de choses, en fait, à mieux se servir de leur corps ou à mieux l'écouter ou des choses comme ça. Et dans un sens, on est un peu prof, tu vois. Mhm. Mais on nous apprend pas du tout, quoi. Et Enfin, je pense que c'est quelque chose qui se retrouve de manière transversale dans beaucoup de disciplines de la santé, enfin, je veux dire, ou même du sport en général, même en tant que coach sportif, préparateur physique, il y a très, très, très peu de matériel éducationnel dans une formation lambda, on dira, qui est axé, s'il y en a, qui est axé sur la communication entre le coach et le client, alors qu'encore une fois, comme tu l'as dit, alors peut-être pour tout ce qui est de la thérapie, c'est 80%. Peut-être dans le monde du sport, c'est un petit peu moins. Mais quand on parle on sait par exemple sur la perte de poids que la différence, elle ne va pas être faite sur le programme. La différence, elle va être faite sur le fait que la personne euh,
continue à Adhère. faire, adhère au programme, adhère au processus plus qu'au programme sur le moyen, voire le long terme. Et c'est ça qui va faire la différence. Et dans ce cadre-là, la psychologie de comment on aborde la chose, comment on parle aux clients et comment on fait, qu'est-ce qu'on fait pour les aider à changer certains comportements dans leur vie de tous les jours qui vont faire que sur le long terme, il peut y avoir des différences significatives. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé, mais qui est, comme tu l'as dit, pour vos disciplines, en tout cas, qui est une des facettes principales de ce que vous faites. Ouais, et c'est ouf parce que parfois, enfin, tu récupères des patients. J'ai eu une jeune de 15 ans l'autre jour qui était dépitée, vraiment, mais hyper angoissée parce qu'il y a un autre ostéo qui lui a dit qu'elle avait le dos d'une vieille de 50 ans, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais voilà, elle avait 15 ans, elle était paniquée parce qu'en plus, elle avait un travail physique et qu'elle ne savait pas comment elle allait le faire et qu'on ne se rend pas compte que nos mots, ça peut changer la vie et les perceptions de quelqu'un. J'avais aussi une patiente, son médecin lui avait dit qu'elle avait des pieds trop petits pour sa taille, alors que, enfin, aucun rapport, elle avait une taille très normale et des pieds, genre, je sais pas, du 38-39, tu vois. Et du coup, enfin, ce qu'elle avait compris, c'est que comme ses pieds étaient trop courts, du coup, elle avait mal aux pieds, et puis c'était remonté aux genoux, et puis c'était remonté aux hanches, et puis c'était remonté au dos et au cervical, et maintenant elle avait des maux de tête, et ça faisait 10 ans, quoi. Ouais. Et juste parce que son médecin lui a dit, bah, vos pieds sont trop courts. Donc, enfin, voilà, les mots, et puis, bon, déjà, quand on se met pas à jour, c'est un problème, et puis la façon de les dire, quoi. Il n'y a pas forcément toujours l'empathie et la bienveillance. Tu as parlé des études scientifiques ou peut-être du manque d'études scientifiques que tu as pu peut-être voir dans tes premières années d'école. Mm. Est-ce que pour toi, ça, c'est peut-être une des faiblesses du cursus éducatif des ostéopathes à l'heure actuelle? Ouais, carrément, parce que il y a en fait, il y a de tout, parce que chacun interprète les trucs comme il veut, tu vois, mais si on essaie de simplifier un peu, tu as une partie qui essaye vraiment de se raccrocher maintenant à ce qui sort dans les papiers scientifiques. Mmh. Tu as une partie qui est un peu en dissonance cognitive entre ce qui sort dans la recherche et puis ce que j'ai toujours fait, et puis qui fait un espèce de micmac de tout ça, un peu en interprétant, voilà. Mmh. Et puis, tu as les ostéopathes qui pensent que la science, c'est un frein à l'ostéopathie, que ce Mmh. qu'ils ont fait, ça marche et qu'ils ne savent pas l'expliquer, mais que vu que ça marche, c'est pas la peine, putain, désolée, C'est pas grave, ça c'est pas arrive. la peine de se mettre à jour parce que ça marche en fait. Donc, y a pas de nécessité. Et puis ceux qui veulent pas comprendre, et ben, ils comprennent pas et ils sont fermés à l'ostéopathie et c'est tant pis pour eux. Mais eux, ostéopathes avec un grand O et des doigts magiques, ben, ils guérissent le cancer, quoi. Enfin, non, il y en a quand même pas beaucoup qui disent qu'ils guérissent le cancer, mais Ouais, voilà, ouais. je caricature. Quelle est la complémentarité de l'ostéopathie avec d'autres disciplines, par exemple la physiothérapie, la, par exemple avec les kinés aussi? Comment est-ce que tout ça s'imbrique, en fait, si on veut, sur un plan un petit peu plus général, de ton point de vue? Et bah franchement, quand tu t'intéresses à la recherche, les limites, elles sont de plus en plus floues. Mhm. Euh, et il y a un kiné sur Insta qui avait fait un post que j'ai vraiment aimé. Il s'appelle Anthony Alimi. Et en gros, son post, c'était ok, tu as un monsieur X qui va consulter un thérapeute parce que il a mal au dos. Le thérapeute, il lui fait un peu de thérapie manuelle, il lui prescrit quelques exercices et ça va mieux. Quelle est la profession du thérapeute? Est-ce qu'il est chiro? Est-ce qu'il est kiné? Est-ce qu'il est ostéo? Est-ce qu'il est éthiopathe? Tu sais pas en fait. Mhm. Parce que maintenant, les limites, elles sont super floues en fait. Et je pense que plus que de la complémentarité entre vraiment professions, je pense il peut y avoir plus une complémentarité entre thérapeutes
dans le sens où tu sais qu'un tel, il travaille comme ça et que ça se complète bien à ta pratique, ou que il est un peu plus calé sur tel sujet ou des choses comme ça. Et au final, maintenant, je m'attarde pas trop sur la profession, mais plus sur la façon de travailler des gars et de leur domaine de compétences, tu vois. Mhm. Et tu as parlé avant un petit peu de l'échange entre les praticiens et ça revient un petit peu sur le sujet sur lequel on est maintenant. Quel est le rôle de cet échange justement entre praticiens peut-être d'une même discipline, donc par exemple toi avec d'autres ostéopathes, toi avec d'autres thérapeutes qui ne sont pas nécessairement ostéopathes? Quel rôle ça joue pour toi dans ton évolution en tant que professionnel? Alors, l'échange en cabinet est directement ciblé sur les patients. J'en ai pas beaucoup. Je t'avoue que on ne communique pas trop entre professionnels et on ne nous apprend pas à le faire non plus. Mhm, Et donc, les échanges que j'ai, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. mhm, Et c'est un peu particulier parce que, enfin, je pense que j'ai un peu les œillères de mon compte Instagram, dans le sens où soit j'ai des gens qui vont me dire ah, c'est trop cool ce que tu fais, merci, blabla. Soit j'ai des gens qui me rentrent dedans en mode t'as rien compris, je sais pas quoi, change de métier. Et mhm, du coup, après, tu peux avoir des débats où genre vraiment c'est argumenté et tout avec certaines personnes, mais au final, il n'y a pas, ouais, il y a pas énormément de communication. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que il y a autant de débats sur les réseaux sociaux. C'est que dans la vraie vie, on communique pas, en fait. mhm. Et du coup, ça se rattrape un peu sur les réseaux, quoi. Et tu penses que ça, c'est un manque qui pourrait être comblé d'une manière ou d'une autre et qui ferait avancer les choses de manière générale? C'est peut-être, je sais pas, des panels de différents professionnels ou de différents thérapeutes avec, ou alors, des thérapeutes avec des titres différents sur un même sujet qui passent un peu de temps ensemble et qui essayent d'échanger de manière constructive. Est-ce que pour toi, ça a une place dans ce qui se passe à l'heure actuelle? Est-ce que ça pourrait faire avancer les choses? Et je pense que ce serait beaucoup trop cool, en fait. Mais ça n'existe pas, quoi. Faut qu'on l'invente. Faut C'est carrément ça. qu'on l'invente. Mais ouais, ce serait top sur, bah, dans la prise en charge de la douleur, surtout des douleurs persistantes, en fait. Souvent, déjà, le patient, il a un parcours thérapeutique qui est super long. Il a vu plein de gens. Il va de thérapeute en thérapeute. Et si juste on pouvait faire des conférences pluridisciplinaires sur la douleur, Mhm, mettre à jour un peu avec des médecins, des algologues, des medjés, enfin tous les gens qui sont amenés à prendre en charge la douleur, mhm. ça serait ouf. Mais ça n'existe pas. Mais why not? On sait ce qu'il nous reste à faire. Une autre chose que tu Ah, as mentionné ouais. avant, une autre chose que tu as mentionné, c'était l'autogestion des clients. Donc, apprendre aux clients et aux patients avec qui tu travailles à s'autogérer, à pouvoir en fait ne pas dépendre directement de toi. Euh, Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui va peut-être à l'encontre de certaines pratiques et je cible pas nécessairement l'ostéopathie dans ce domaine-là, mais des thérapeutes qui, en gros, font en sorte que le client dépende directement d'eux et pour faire en sorte qu'ils reviennent, je veux dire, au niveau économique, ça a du sens, de faire en sorte que quelqu'un revienne te voir 2 fois chaque semaine pour le reste de leur vie. Mais donc, toi, tu as pris l'approche inverse et tu essayes de responsabiliser les clients et de leur donner les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes se prendre en charge, en fait. Ouais. Ben ouais, ça se voit beaucoup. Effectivement, le but, c'est pas qu'ils soient dépendants de moi. Et l'objectif que j'ai, c'est vraiment que s'ils sentent qu'ils ont besoin d'aide, ils viennent et ma porte, elle est ouverte et il n'y a aucun problème. Mais que leur bien-être, ça dépend pas de moi et encore moins de mes mains. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ostéos qui vont remettre un deuxième rendez-vous par principe pour vérifier que tout a bien tenu ou je sais pas quoi. Alors, bref, ils n'ont rien remis en place. Ou tu as aussi, mais on parle beaucoup des ostéos, mais tu as des kinés, par exemple. Euh, le médecin, tu sais, il peut prescrire 20 séances de kiné. Tu as des kinés qui n'utilisent pas ces 20 séances et qui voient le patient une fois par semaine. Et au final, juste en le voyant une fois par semaine, en lui filant des exercices et tout, c'est pas la peine de revenir 2, 3 fois dans la semaine. Puis tu as Mhm. des kinés qui utilisent les 20 séances et qui bouclent le patient 2, 3 fois par semaine, tu vois. Mhm.
Donc, il y a tout ça. Mais il y a la prévention, on en revient toujours à là, mais c'est un énorme truc, ça. Et je crois qu'il y a une étude qui a été faite sur des chiros où ils ont fait un groupe, euh, c'est le chiro qui fixe des rendez-vous, et un groupe, le patient vient quand il veut, et au final, ça change rien. Donc, au final, en fixant des rendez-vous préventifs, ça marche pas mieux, quoi. Ok, donc si Tu vois. encore une fois, on est sur l'autogestion et quand le patient a besoin, il vient et ça a les mêmes résultats que si le chiro il dit tous les mois, il faut qu'on se voit pour être sûr que. Voilà. Donc après, voilà, c'est le discours que chacun dit à ses patients et ça regarde que eux. Voilà. Je voulais prendre 2-3 minutes pour revoir en particulier trois de tes posts Instagram Mhm. qui sont intéressants, des mythes communs, on va dire. Donc, je te donne juste peut-être 2 minutes par sujet pour élaborer un petit peu sur le mythe en lui-même et la réalité de la chose. Le premier que je voulais aborder, c'était le nerf coincé. Oh yes. Alors, le nerf coincé, donc, je ne sais pas d'où ça vient. Je suppose que ça a été élaboré par des critères palpatoires et entretenu par. C'est vrai que quand on fait une IRM, on peut voir que parfois il y a une hernie qui vient embêter un petit peu un nerf. C'est pas forcément symptomatique, le patient ne le ressent pas forcément. Mhm. Comme d'habitude, on ne peut pas corréler à la douleur. Et, euh, et du coup, en fait, le terme s'est vulgarisé en mode je me suis fait mal, je me suis coincé un nerf. Mon thérapeute me le décoince. On fait rien du tout. On est toujours sur le modèle des techniques manuelles où on a un effet non spécifique, que globalement ça fait du bien, mais on n'a rien décoincé parce que absolument rien ne s'était remis en place en fait. Voilà. Et donc, ensuite, le prochain, c'est le massage détox. Ouais, alors ça, c'est il y a énormément de business qui est fait sur cette fameuse détox. Mhm. Ce que je dis dans le post, c'est que déjà la notion de toxine, enfin, quand tu demandes aux gens, ils savent pas ce que c'est, quoi. Ils savent pas te dire des molécules, etc. Et que, en fait, le corps, ce qu'il a besoin d'éliminer, il l'élimine. Et que le massage, ça change rien, en fait. Et que oui, tu as une sensation de bien-être après, mais toujours pour les mêmes raisons de la thérapie manuelle, bah, ça sécrète des molécules qui font que tu as des sensations agréables, que tu es relaxé après. Mhm. Le toucher humain, c'est en général apaisant ou voilà, c'est pour ça qu'ils vont mieux, mais que le business qu'on fait sur massage détox, massage amincissant, des choses comme ça, il est absolument pas justifié en fait. Et Mhm. que, par exemple, je sais pas, tu prends quelqu'un qui fume, tu le masses, ça va pas éliminer le goudron dans ses poumons, quoi. Mais c'est complètement absurde ce truc. Et donc, Voilà. le troisième post, c'était, tu l'as mentionné avant, mais comme ça, tu peux élaborer un petit peu plus, c'est la vertèbre déplacée. Ouais, bah, alors ça, comme je disais, du coup, plutôt critère palpatoire, parce que Mhm. quand tu fais des IRM, tu vois pas les vertèbres qui sont déplacées. Et, euh, et alors ça, c'est un peu particulier parce que en fonction de la douleur que tu as, tu peux avoir l'impression que genre c'est décalé ou quoi. Et ça arrive souvent des patients qui te disent je me sens décalé. Et en gros, l'hypothèse qu'on a pour expliquer ça aujourd'hui, c'est que en fait, dans la représentation du corps au niveau du cerveau, quand il y a de la douleur, ça peut être associé en fait à un espèce de floutage. C'est moins précis sur cette zone douloureuse, tu vois. Et du coup, tu peux avoir cette sensation de décalage. En tout cas, tu as une modification des perceptions et on sait que la thérapie manuelle, ça peut aider justement à remodeler un petit peu ces perceptions. Et donc, du coup, ça entretient le fait que ma vertèbre, elle était déplacée, il m'a manipulée, ça va mieux, c'est qu'il me l'a remise en place et donc elle était déplacée. Mais en fait, ben, pareil, c'est pas parce qu'un truc marche que ça valide forcément l'hypothèse par laquelle tu penses que ça a marché. Et il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai vue chez un physio qui est américain pour expliquer ce phénomène. C'est compter combien d'argent te rapporte la petite souris ne prouve pas son existence. Et voilà.
C'est une bonne petite phrase. Pour Ouais. toi, ton compte Instagram, donc at Touch of Science, quelles sont tes perspectives d'avenir avec ce compte? Qu'est-ce que tu comptes faire, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, à l'avenir avec ce compte? Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens au travers de ça dans les mois et les années qui viennent? Globalement, bah, peut-être continuer sur ma lancée et après, qu'est-ce que je vais y apporter de plus là pour l'instant, je n'ai pas d'idée, mais le but du compte, c'est pas forcément de donner des leçons aux gens, mais en tout cas, c'est de faire en sorte qu'ils se posent des questions et qu'ils arrivent à se dire, moi, je vois les choses d'une certaine façon, c'est peut-être possible qu'en fait, ce soit autrement, sans forcément que j'ai raison, tu vois, mais juste prendre un peu de recul et admettre qu'en fait, il y a plein de réalités différentes. Et voilà, et que la science, enfin, c'est ce sur quoi je repose mes postes, effectivement. Ça ne fait pas tout et c'est pas la vérité. On trouve des modèles qui sont de moins en moins faux, mais ils sont probablement pas vrais pour autant, tu vois. Mhm. Donc voilà, l'idée c'est que ils soient curieux, qu'ils se posent des questions et qu'ils réfléchissent un peu et qui continuent justement de se poser des questions parce que le truc, quand peut-être tu as ton cabinet qui tourne, que tes patients ils vont mieux, bah, tu dis ok, j'ai le truc et j'ai compris quoi. Et tu restes un peu justement dans ce qui est confortable pour toi. Si tu avais un conseil à donner pour terminer cette conversation, si tu avais un conseil à donner pour les étudiants et étudiantes en ostéopathie aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Euh, je dirais de se poser des questions et de faire des recherches et de douter en fait. Pas forcément, enfin, douter ça peut être connoté péjorativement, mais ça ne l'est pas forcément. Mais de douter de tout ce qu'on leur apporte et de vérifier, de se faire leur propre avis et pas juste parce que machin qui est quelqu'un l'a dit, alors je vais le prendre pour acquis, tu vois. Et de s'il voit des trucs sur mon compte, de même douter de ce qu'il y a sur mon compte parce que peut-être que je me plante. Je pense que c'est un conseil qui vient avec beaucoup de recul et je pense j'espère qu'il sera utile à beaucoup. Olivia, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Je mettrai en lien, bien sûr, ton compte Insta dans les notes du podcast. Donc, pour tous ceux qui écoutent ou qui regardent, allez suivre Olivia sur Instagram et posez-lui des questions et aussi, n'ayez pas peur de remettre en question ce que vous savez ou vous pensez savoir. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et d'avoir partagé tout ça aujourd'hui. Merci à toi. À bientôt. Salut.